Et le monde ne mourra pas par manque de merveilles, c'est pas vrai. Le monde mourra par manque d'émerveillement. Matrioshka. Bonjour, soyez les bienvenus sur Matrioshka. Cette semaine, on va partir loin. C'est promis. Loin parce que notre Matrioshka numéro 4, Malek Boukherchi, est un conteur. Il sait convoquer des histoires lointaines. Loin aussi parce qu'il est un anthropologue, c'est-à-dire qu'il nous aide à comprendre d'où on vient et où on va. Mais loin surtout parce que Malek Boukherchi est un coureur, un ultra-marathonien des extrêmes. Il part à l'autre bout du monde, dans des déserts chauds en Afrique, dans des déserts froids en Antarctique. Et donc il va nous raconter à quoi sert de courir et surtout vers où aider nos enfants à courir demain. Suivons le guide. Chez nous, dans la tradition berbère, on a un joli adage qui dit les déserts, ce sont des maisons aux parois de néant. Un exil pour le corps, mais une véritable patrie pour l'esprit. Et si on court dans ces endroits-là, c'est pour pouvoir se libérer du temps, se libérer de toute la cacophonie dans laquelle on vit et aller chercher l'essentiel inaperçu, l'invisible ou le visible. Et c'est la vie, parce que c'est riche de vie. En fait, est-ce qu'on court pour soi ou est-ce qu'il se passe quelque chose que l'on donne, par exemple? Il y a des coureurs qui font du relais, on voit vite une métaphore du relais. Là, en l'occurrence, quand on part loin, ailleurs, seul, longtemps, je sais que vous êtes dans la transmission. Donc, quel est le chemin que vous parcourez là? La capacité de l'ultra-marathon des extrêmes, il y a le mot marathon que tout le monde connaît, il y a le mot ultra parce qu'on est dans des distances qui dépassent un peu l'ordinaire, c'est des distances de 500, 1000 jusqu'à 3000 km en semi ou en totale autonomie. Et extrême, c'est le fait d'aller dans des territoires inconnus pour le commun des mortels, à savoir quand vous marchez, quand vous courez, on redécouvre le monde à hauteur d'hommes et de femmes. Les sensations sont là. Et c'est quoi la terre-fratrie? La terre-patrie, il y a deux questions qui sont posées aujourd'hui, qui nous sont posées, et que peut-être on a tendance à inverser le vrai débat. La terre-patrie, c'est la question qui est posée maintenant, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Ok, il y a une urgence climatique, ok. Mais la question la plus importante, est-ce que c'est celle-là? Parce que si on ne respecte pas la Terre, ce n'est pas la Terre qui va disparaître. Elle a 4,6 milliards d'années. Elle en a encore pour des milliards d'années. Qui va disparaître de cette planète? C'est nous, l'humanité. Ce n'est pas la Terre qui va disparaître. Donc la question la plus importante à poser, c'est quels enfants allons-nous laisser à notre planète? Voilà la question essentielle. Et la question de quels enfants allons-nous laisser à notre planète, en traitant de la question de l'éducation, en traitant de la question de la transmission, qui est l'enjeu de ce que tu fais là, ici et maintenant, à travers tes différentes rencontres, si on sensibilise nos enfants à la question de la fraternité, à la question du respect de soi, du respect des autres et du respect de la planète Terre, on sera capable de régler la question du changement climatique. Mais le premier changement climatique, pour moi le plus important, c'est la glaciation de nos rapports sociaux. Matrioshka. Je ne cours pas pour moi. Je suis toujours adossé à une cause. Je cours toujours pour une association. Je cours toujours pour faire transmettre un message et montrer, surtout à la jeunesse, comme je suis issu d'un quartier un peu compliqué, montrer qu'il est possible de voir le possible là où les autres voient l'impossible. On a beau vivre dans un endroit contraint, dans un endroit compliqué, dans un endroit où on est pauvre en capital culturel, on peut être pauvre en capital social, on peut être pauvre en capital financier. Et ça a été mon cas quand j'étais jeune. Ça n'a pas empêché de déployer ses ailes parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et surtout, l'ultra-marathon des extrêmes, ce n'est pas une course solitaire, c'est faux. C'est un sport solidaire. Parce que pour partir là-bas, j'ai besoin de m'entourer de plein d'experts. Il y a toute une phase préparative qui va me permettre de tenter l'impossible dans les meilleures conditions. Je ne suis pas un expert du grand chaud, je ne suis pas un expert du grand froid, je ne suis pas un expert de la haute altitude, j'habite Paris. Comment je fais pour courir à 6000 mètres d'altitude? Comment je fais pour aller traverser les déserts pendant 30 jours et vivre en mode survie? Ici, je n'ai pas ces conditions-là. Je fais comment pour aller courir à moins 45, moins 50 degrés? Et quand vous courez dans le grand froid, si vous suez de l'intérieur, c'est le gel assuré. Seul, je n'ai pas les solutions. C'est ensemble. Et la course, l'ultramarathon, ce qui est fascinant, c'est de basculer du solitaire au solidaire. Comment, quand on est ou on grandit dans les quartiers, à un moment, il y a un déclic? C'est qui le passeur? C'est qui Tu parles de passeur. Moi, je parle d'enchanteur. Les gens qui vont te permettre de croire au réel. Alors, c'est vrai, j'ai grandi dans un quartier compliqué, un quartier où il neige tout le temps, comme on dit. Été, hiver, printemps, automne, il y a la drogue qui circule. C'est comme ça, et c'est encore le cas parce que c'est une plaque tournante. Mais il n'y a pas de fatalité. Je dis souvent que la vie, c'est comme un jeu de cartes. Il y a un déterminisme social qui est là.
Je n'ai pas choisi de naître dans un pays en paix ou dans un pays en guerre. Je n'ai pas choisi de naître dans une famille riche ou dans une famille pauvre. Je n'ai pas choisi de naître selon les critères des canons de la beauté occidentale. Grand, beau, cheveux blonds, yeux bleus, type surfeur. Cheveux blonds, on ne sait pas. Il pousse à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Ou petit, gros et moche, ça a un impact. Déterminisme social. Mais un bon joueur de cartes, un bon joueur de poker, un bon joueur de poinche, le belote contrée, comme on dit ailleurs, c'est quelqu'un qui a un mauvais jeu de cartes, mais qui est capable de remporter la mise. Parce qu'il y croit. Matryoshka. Y croire, tirer la bonne carte, c'est aussi savoir choisir son enchanteur, ses enchanteurs, ne pas les laisser passer. Malek Boukherchi en a eu quelques-uns. Il y a eu bien sûr son père, son repère, qui lui a beaucoup transmis, même s'il était taiseux. Et puis il y en a eu d'autres, comme cet entraîneur qu'il a connu à l'adolescence. Dans le quartier, j'ai grandi avec ce sport roi qu'est le ballon rond, parce qu'il fallait savoir jouer du ballon rond pour être crédible sur le plan des relations sociales. Et ça m'a permis après d'asseoir une poursuite dans les études. Et le ballon rond m'a beaucoup forgé. J'ai joué longtemps, très longtemps. L'enchanteur, c'était Ibrahim, un gars extraordinaire. J'ai intégré son équipe à partir de 13 ans et il m'a accompagné jusqu'à mes 20 ans. Et Ibrahim, un gars de Dakhla, du Sahara occidental, un Sahraoui, 2,02 m, 90 kg, hein, donc ça impose. C'est une masse, quand tu as 13 ans, tu es un peu plus petit, tu vois le gars, c'est un géant. Il avait cette force. Nous, les jeunes, on était à peu près 15 dans le club. Il y avait à peu près 7 enfants qui faisaient des études, j'en faisais partie. Et les autres, des caïds, ceux qui trafiquent, des fortes gueules. Il faut être extrêmement prudent. Qui étaient les copains aussi. Aussi des copains, plein de potes, parce qu'on côtoie tout le monde. La question ne se pose pas. Personne ne bougeait face à Ibrahim. Il imposait un silence invitant et respectueux, alors que dans la vraie vie, tous ces caïds, c'est eux qui phagocytaient l'espace et prenaient la parole. Et là, devant Ibrahim, le gars qui n'a pas fait d'études, personne ne bougeait. Il était devant le tableau noir et il donnait sa vision du football, à quoi ça sert, foot et société, foot et politique, déjà à son époque. Et quand tu as 13 ans, tu as 14 ans, tu le regardes, tu l'écoutes, tu te dis, mais on est là pour jouer, on n'est pas là pour parler. Il faut que le corps, qu'il y ait des automatismes du corps, et ça avec du recul. Bien plus tard, que j'ai compris qu'Ibrahim pratiquait une sorte d'archéotopie du football, cette capacité à semer des graines pour nous faire réfléchir sur l'essentiel inaperçu du ballon rond. Il nous disait par exemple que le but du ballon rond, ce n'est pas le but, c'est la passe. La vie est faite de passes, c'est la main tendue. Et il nous donnait des sujets fascinants. Et là, quand tu parlais de passeurs, le dernier sujet qu'ils avaient donné, j'avais trouvé ça extraordinaire, il avait écrit « La vérité du foot est dans la forme du ballon. Pourquoi ?» On avait écrit par exemple « Le ballon de foot est rond parce qu'il englobe toutes les différences, y compris les différences ethniques. Il ne les annule pas, il les rassemble pour qu'elles rebondissent ensemble. » Et il avait dit, à un moment donné, n'oubliez pas, il y a 4 drogues dures à combattre dans la vie. La cocaïne, l'héroïne, la nicotine et la pire de toute, la routine. Vous ne mourrez jamais par overdose de rêve. Le quartier était pétri d'overdose, entre guillemets. Blanche, mais là, overdose de rêve. À partir de là, quand tu as ça en tête, nous qui avons grandi dans un quartier où le seul horizon, c'était les barres de béton, fais en sorte de lutter contre la routine. Et avec ces mots, moi avec du recul, je rejoins un peu un Jean Cocteau lorsqu'il vous dit « il faut vivre comme tout le monde, tout en étant comme personne ». À chacun de respecter sa singularité légitime. Matryoshka. Autant Malek Boukherchi sait recevoir de ses enchanteurs, autant il sait transmettre, passer le relais. Et d'ailleurs, il a accepté, en tant que coureur, de répondre à nos questions face aux défis. Par exemple, comment aller de l'avant quand on ne sait pas où aller? Faut-il dépasser ses limites pour être performant? Ou alors, comment continuer d'avancer quand on ne voit pas l'horizon? Et ça lui arrive souvent. Comment se préparer à l'épreuve globalement? On l'écoute. Matryoshka. Aujourd'hui, les épreuves ont disparu. On a des problèmes à régler. Et ce n'est pas neutre. Un problème, tu le règles et tu attends l'autre problème. Une épreuve, un peu comme dans les contes initiatiques, les contes sont faits d'épreuves pour le héros ou l'héroïne. Et il traverse l'épreuve. La vie est une traversée. Et quand il traverse l'épreuve, il est transformé, il est grandi. Et on a besoin de ça. Parce que c'est dans les épreuves qu'on fait ses preuves. Ce n'est pas dans les problèmes. Avant de partir pour une épreuve, oui. On se prépare. Ah, vous bien vous sûr. préparez. Ah, ben oui. La préparation, elle est évidemment physique. Tout à fait. Elle est aussi mentale. Exact. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants par rapport à cette perspective de l'épreuve qui pointe?
C'est quoi les trucs? Il s'agit de cultiver d'abord la patience. C'est pas tout de suite. On est dans une société de l'immédiateté et les gens ne veulent plus être dans l'effort, c'est tout de suite le résultat. Et la préparation, c'est l'antichambre de la confiance. C'est là où tout va se jouer. Quand tu es sur la ligne de départ, déjà là, je savoure la victoire, j'ai gagné. Je suis sur la ligne de départ. 1 an de préparation, je n'ai pas eu de blessure, je n'ai pas eu d'aléas, j'ai trouvé tous les éléments pour répondre à tous les défis techniques et je suis sur la ligne de départ, génial. C'est comme quand on prépare un examen. Ce qui compte, c'est avant tous les éléments que je vais mettre en avant et quand arrive le jour J, je suis là, je ne suis pas malade. Les gens devraient savurer le fait d'être déjà là, présent, cette surprésence. C'est la préparation du défi qui fait la victoire du défi. Mais bien sûr, parce qu'un gros effort de préparation évite un gros effort de réparation. Qui faillit dans sa préparation prépare sa faillite. La préparation, encore une fois, c'est la tutrice de l'excellence. Tout se joue toujours en amont. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut cultiver ces valeurs de ténacité, ces valeurs de persévérance, ces valeurs de pugnacité, ces valeurs de discipline, tout simplement. Un mot dont on a peur aujourd'hui, la discipline, ça fait peur, alors que c'est cette discipline qui va te permettre d'être prêt le jour J et de pouvoir ensuite improviser. Parce que quand on est bien préparé, on peut tout improviser, on peut faire face à l'insondable parce qu'il y aura toujours des aléas. T'as beau te préparer. Moi, je vois de l'expérience des courses, à chaque fois, il m'est arrivé des aventures extraordinaires, il m'a rendu des tuiles pas possibles, mais comme j'étais bien préparé, j'ai pu faire face. Si j'avais pas ça, alerte, danger, forcément. Matryoshka. Quand vous courez, que vous ne voyez pas l'horizon, C'est ça qui est fascinant. qu'est-ce qui aide à avancer en fait? Parce que parfois on a peur aujourd'hui du futur, on voit émerger une foultitude de collapsologues, une foultitude de déclinologues, une foultitude de personnes qui ont tellement peur qu'ils pensent que demain sera la fin. Et il y a plein de raisons aussi de penser qu'on avance aussi vers un déclin. Mais quand on ne voit pas à l'horizon, comment on continue d'avancer? La vie, c'est du mouvement permanent. Si on est à l'arrêt, tout s'arrête. Et c'est intéressant. Et en plus, on tombe. La marche est symboliquement puissant. Parce que pour marcher, on fait quoi? On provoque un déséquilibre. On est stable dans le mouvement. On est instable lorsqu'on reste statique. Les gens ne vont pas rester debout de manière permanente. Ils ont toujours besoin d'être en mouvement. Je parle du déséquilibre parce que ça a à voir avec l'incertitude. Les gens ne recherchent que de l'équilibre. Les gens ne comprennent pas que la vie, ce n'est pas l'équilibre, c'est le déséquilibre. Pour marcher, pour avancer, la marche est une chute potentielle catastrophique. C'est une chute qui est provoquée, qui est déclenchée. Quand j'avance un pas, je suis en risque de chute, mais très vite rattrapé, réorienté par l'autre pied qui avance. Le déséquilibre permet le mouvement. Tout est lié. Le corps parle à l'esprit. Et nous, quand on court, on avance dans un avenir incertain. Effectivement, la ligne d'horizon, on ne la voit pas. Mais il n'empêche, l'histoire de l'humanité, elle a toujours été en marche. C'est que la marche qui nous caractérise. Moi, par rapport au discours ambiant, ce discours anxiogène, ce discours de peur diffuse qui est là, et qui vient générer la paralysie et la paresse de l'action, parce que quand la peur est là, on ne fait plus rien, quand il y a trop de peur. La peur est un sentiment extrêmement ambivalent. Trop de peur, c'est la mort. On ne fait plus, on s'arrête. Mais il faut qu'il y ait un minimum de peur pour avancer. Moi, dans l'ultramarathon, j'ai toujours peur. Mais sans peur, il n'y a pas de courage. Parce qu'entre la peur et le courage, il y a un rendez-vous secret. Est-ce que la question qui se pose là, c'est la question de la confiance en soi? S'il y a quelque chose à transmettre, c'est bien ça. Encore faut-il être dans l'ouverture. La difficulté aujourd'hui pour beaucoup de personnes, c'est quand c'est difficile, on rentre dans une logique d'enfermement. L'enfermement, on pourrait l'écrire en 3 mots. L'enfer me ment. C'est ça l'enfermement. Or, la vie n'est qu'ouverture. Qu'est-ce que vous dites aux enfants des quartiers? Qu'est-ce que vous dites finalement à tous nos enfants? Nous, dans la tradition berbère, on dit souvent, nous ne pouvons transmettre que 2 choses à nos enfants, des racines et des ailes. Et bien, c'est ça qu'il faut transmettre. La fierté de ce que je suis, la fierté de mon histoire, la fierté de ma trajectoire, la fierté de cette identité rhizome. Beaucoup de jeunes ne savent pas l'histoire même de leurs parents, l'histoire même de leur pays, l'histoire même du pays dans lequel ils vivent. Et il s'agit de s'ancrer. On a besoin d'un ancrage.
Et quand on a un ancrage, on peut ensuite déployer ses ailes. Je vais citer peut-être un des plus grands génies français, et c'est ça là-dessus que je vais souvent quand je rencontre des jeunes. S'il y a un message à faire passer, c'est Blaise Pascal. On est très rousseauiste dans notre société moderne, parce que Rousseau a écrit sur le contrat social, Rousseau a écrit sur Émile et de l'éducation, il a écrit plein de choses, mais il n'a rien incarné. L'enjeu, c'est d'incarner ce que l'on dit. Il a répudié toutes ses femmes, il a rejeté ses 15 enfants, c'était un chaud lapin, d'après les hagiographes. Bref, il vous parle d'éducation, il vous parle de transmission, mais il ne met pas en œuvre, il ne met pas en pratique. C'est dangereux. 1 gramme d'exemple vaut 1 tonne de théorie. Nos enfants ont besoin d'exemples. C'est pas la parole. La parole est importante. Mais derrière les mots, il faut qu'il y ait des actes. Il faut qu'il y ait des actes qui soient incarnés. Et moi, le fait d'être ultra-marathonien, lorsque je leur parle du possible, de l'impossible, je l'incarne, parce que j'y vais. Je n'avais pas le capital social, le capital culturel, mais j'ai été capable, peu importe, ça a été des fois à l'arrache, il a fallu se battre, il a fallu passer par le grenier, par la cave, par l'échelle, mais peu importe, on y va. Et Pascal a quelque chose de fascinant par rapport à Jean-Jacques Rousseau, lui qui a vécu en exil, parce qu'il risquait sa tête, il ne pouvait pas rester en France, il avait une position hétérodoxe par rapport à la religion. On a découvert parmi les hagiographes de Blaise Pascal, quand Pascal envoyait un courrier à ses enfants, il démarrait toujours par la même phrase. Je vous fais le don de ces 4 mots, je crois en vous. Séparés. C'est des mots extrêmement simples, mais associés. Une puissance sublime, radieuse, de dire à quelqu'un, je crois en toi. Matrioshka. Il y a une notion qui revient beaucoup Oui. dans les prises de conscience générales, mais globalement dans la société dont l'efficacité est une des religions aujourd'hui, c'est la notion d'effort. Cette notion d'effort pour se dépasser. Oui. Vous, Malek Boukherchi, avec votre corps, est-ce que vous avez l'impression qu'en étant un ultra-marathonien de l'extrême, vous êtes dans une recherche permanente de dépassement de soi? Et est-ce que c'est ça qu'il faut chercher, le dépassement de soi? Aller au-delà de soi? Non. Certainement pas. Parce que le dépassement de soi, c'est un culte à la performance. Et la performance écrase les relations humaines. La performance renforce le cuirassage affectif des gens avec les autres. Et on n'est plus à l'écoute fondamentale de son corps. Quand vous courez, vous n'êtes pas non, alors je vais dans la performance? Pas du tout. La performance est liée au temps, à la pression du temps. Il faut aller vite, de plus en plus vite. Moi, quand je cours, la question, ce n'est pas d'aller vite, c'est de finir. Ce qui est complètement différent. L'enjeu dans la vie, ce n'est pas de démarrer. Démarrer, c'est facile. Ça appartient à tout le monde. L'enjeu, c'est de finir ce qu'on a démarré. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que la clé de la réussite réside pas dans l'intelligence, réside pas dans la force, mais réside dans l'effort continu, dans cette capacité à durer et à endurer. La vie, elle est là. Endurer et endurer. Et donc, quand on parle de dépassement de soi, terme très tendance, parce que c'est un culte à la performance généralisée, on me dit souvent, Malek, tu es dans le dépassement. Non, je ne suis pas dans le dépassement de soi. Différents, soyons prudents. Le mot dépassement de soi, on devrait l'écrire en 3 mots. Dépassement. On sème des pas. On est encore des serviteurs ou des inventeurs. On sème des pas de manière extrêmement lucide et clairvoyante pour pouvoir se réaliser. Au dépassement de soi, je préfère l'accomplissement de soi. Ce dont les gens ont besoin, c'est de s'accomplir. À la performance qui écrase nos relations humaines, préférons l'épanouissement. Et quand vous êtes dans l'épanouissement, et quand vous êtes dans l'accomplissement, parce que vous êtes dans une approche lucide, parce que n'oublions pas quand on parle de dépassement de soi, ça veut dire quoi se dépasser? On a des limites. Les limites du corps, les limites osseuses, les limites cardiaques. Le corps casse, l'os casse, le muscle se déchire. Il n'y a que le corps qui a des limites? Les premières limites, elles sont là. D'abord, je viens sur le corps. Il faut qu'il y ait un corps. Si le corps n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Tu as beau avoir la tête, tu as beau avoir le mental, mais si le corps casse, tu n'avances plus. C'est fini. Les gens ont tendance à être trop dans la tête, pas assez dans le corps. Et nous, on a un axiome de base dans l'ultramarathon où on dit « le corps ne ment pas, la tête est un gros menteur ». Et dans la vie de tous les jours, les gens sont trop dans la tête, qui engendre burn-out, dépression, tout ce qu'on veut, parce qu'on sollicite le corps qui va casser, on n'écoute pas les signaux faibles. Matrioshka. Il y a 3 T à cultiver, pas plus. On a tous un talent. Il est là. Soit visible, soit enfui.
Bon, je vois dans les quartiers, le nombre de jeunes talentueux sur le plan musical, sur le plan de la danse, sur le plan sportif. Il y en a plein des talents. Ils sont là, on a tous des talents. Même les adultes ont des talents, mais trop souvent, ils n'y croient pas. Ils renferment leurs rêves et ils n'osent pas calibrer leurs rêves et on passe à côté de sa vie, on n'a qu'une seule vie. Il faut la vivre pleinement, intensément, densément. Mais le talent n'est rien sans le deuxième T, le travail. Et on est dans l'effort. Le nombre de gens talentueux, mais qui ne bossent pas, eh bien, ça ne sert à rien. Quand tu prends, là encore, j'ai lu un article, c'est pas le meilleur footeux que j'aime, mais comme je suis un footeux, je suis toujours l'actualité footballistique. Mais prenons le cas de Cristiano Ronaldo. Le gars, il a plus de 33 ans. Il est toujours aussi performant sur le terrain. Et il a sorti encore une vidéo où il expliquait, après les entrées, il continuait 2 heures après encore les entraînements. Il vit que de ça, il travaille, ce qui explique la performance. Prenons les meilleurs musiciens, il y a du travail. Et le travail a magnifié le talent. Et je crois que la vie, elle est là. Moi, l'ultra-marathon, je suis un besogneux. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation, parce que la clé, elle est là. Donc, talent avec travail. Mais le travail n'est rien sans le troisième T, la ténacité. Il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle, à la première difficulté, ne pas s'arrêter au discours ambiant et négatif en disant « si on arrête tout ». Matrioshka. J'aimerais bien, juste un petit cadeau de départ, que vous racontiez le conte que vous voudriez partager là. On va aller du côté des Amérindiens, des Lakota. Lakota, ça donnait l'état du Dakota, du nord et du sud aux États-Unis. D'accord. Les Lakota, ça veut dire amitié, unité, humanité, dans la langue Sioux. Et donc, c'est cette belle histoire qui se passe au début du siècle. On est en 1890, c'est important. 1890, vous avez un chaman Sioux, qui est sur le point de mourir. Il sait que son temps est révolu. Et ce chaman, il est connu, reconnu par tous les peuples indiens, de toutes les ethnies différentes, parce que sa parole a toujours été puissante, son jugement bienveillant, son silence invitant, son rire jubilatoire. Il a toujours su transmettre 2 trésors enfuis au plus profond de nous-mêmes, la clarté de l'esprit qui rend libre et la bonté du cœur qui rend heureux. Mais son temps est révolu, il le sait, et il l'annonce. Tout le monde est horrifié. Et devant tous les Indiens réunis, il a fallu attendre plus d'1 mois pour que tout le monde arrive. L'ancien, le sage est là et il leur dit « Je vais partir. Je suis au crépuscule de ma vie. Mais avant de partir, dit-il, j'aimerais vous transmettre un dernier message. Un dernier message sous forme de 6 mots. 6 mots qui vont voyager avec vous. Mais d'abord, je vais vous donner les 3 premiers mots. Alors venez tous avec vos peaux de bison, je vais vous les écrire et gardez-les au plus profond de nous-mêmes parce que je ne peux pas aller contre le progrès. Je sais que vous, la jeunesse aujourd'hui, la complainte du bison, le chant du vent, la mélodie sublime du silence ne vous parle plus. Vous êtes attirés par ces nouvelles villes de béton qui se construisent partout sur ce nouveau territoire conquis par ces blancs que je ne comprends pas. Je ne peux pas aller contre le progrès, mais au moins je peux vous aider à faire face aux défis de la vie qui arrivent pour vous. Alors, la jeunesse est interpellée, ils se disent pourquoi pas, ils viennent tous avec leur peau de bison et à tout à chacun, il aurait écrit 3 mots. Et toute cette jeunesse s'éparpille partout, dans tout le territoire américain, qui à Denver, qui à Chicago, à New York, à Baltimore, à San Francisco, parce que ces Amérindiens ont construit également ces fameuses cités verticales. Et donc cette jeunesse qui se retrouve face à une difficulté, lorsqu'ils sont en face d'une désespérance prégnante, ils ont tous le réflexe au même moment de sortir la peau de bison et de lire ces 3 mots. Et quand ils lisent ces 3 mots, ils repartent au combat. Ils ont envie, ils n'arrêtent pas. Et que disent ces 3 mots? Ne rien craindre. Ne rien craindre. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Parce que la peur n'a qu'une seule peur, c'est que tu la quittes. Et avec ça, ne rien craindre. Ils continuent, ils avancent, ils croient en la vie. Et quand ils arrivent tous à la mi-temps de leur vie, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils ont des enfants, il faut continuer la transmission intergénérationnelle. Ils se disent tous, mais c'est quoi les 3 derniers mots? Vite, ils vont revoir l'ancien. Est-ce qu'il est encore là? Il nous avait promis 6 mots. Et tout le monde revient à l'unisson, dans une sorte d'harmonique, qui fait qu'ils sont tous là devant l'ancien qui est allongé, qui n'a plus la force de se lever. Il les a attendus pendant 10 ans, 15 ans, il a suspendu le temps. Et quand il les voit tous revenir, il se dit, mes 3 premiers mots ont été utiles et non futiles. Alors il se lève et il leur dit, j'ai plus la force de vous écrire les 3 derniers mots pour la suite de vos vies et de vos existences. Mais je vais vous le dire à l'oral. Et il leur dit ceci. Ne rien regretter. Merci Malek Boukherchi. Merci à vous.
Mais je peux vous dire que cette rencontre avec Malek Boukherchi a été particulièrement touchante, entraînante. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour nous, eh bien, ce coureur, il nous a redonné du souffle, il nous a fait du bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, à vous abonner à Matryoshka si vous ne l'avez pas encore fait, à inciter d'autres à le faire s'il vous plaît. Et puis, continuez à parler de nous, comme ça nous, on pourra continuer à vous parler bien longtemps. À très vite. Matryoshka.